Eh bien, je vous souhaite donc la bienvenue à cette sixième séance du cycle de séminaire annuel du Centre de politique de la Terre, intitulé Infrastructure et inhabitabilité, levier de la transformation. Je suis Isabelle Hillenkamp, socio-économiste, membre du bureau de direction du Centre des politiques de la Terre, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Maurice, hydrogéochimiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, ainsi qu'Hélène Guetta-Bernard, professeure de sociologie au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nicolas Spécial, chef de projet du Centre des politiques de la Terre, est également présent pour co-animer cette séance. Et c'est la seconde séance d'un cycle de 4 consacrée aux infrastructures comme dimension clé de l'habitabilité. Bienvenue donc à toutes et tous à cette séance. Lors de séances précédentes du Centre des politiques de la Terre, plusieurs thématiques ont déjà été abordées. D'abord, infrastructure de l'eau des sciences aux politiques, qui a proposé d'aborder les infrastructures comme des dispositifs non pas seulement techniques, mais aussi comme des objets politiques qui causent ou qui reflètent des conflits d'usage, des rapports de pouvoir, une fabrique des politiques publiques et des savoirs scientifiques notamment, qui les légitiment. Cette séance est disponible en ligne et elle est étroitement connectée à notre séance d'aujourd'hui. Enfin, hier, une journée d'études intitulée Le vivant indiscipliné, quand les infrastructures perdent le contrôle, co-organisée par ma collègue Nathalie Blanc et par Nicolas Spécial, a abordé les infrastructures également comme des dispositifs politiques, mais en mettant l'accent sur leur tension avec les milieux de vie et les dynamiques écologiques. Des formes diverses de débordement des infrastructures par le vivant qui ne s'en tient pas au script de l'infrastructuration des milieux de vie ont été abordés. Pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les questions d'échelle en abordant les grandes infrastructures. Nous allons poursuivre la discussion sur le lien entre infrastructure et inhabitabilité, mais en mettant surtout l'accent sur les leviers de la transformation socio-écologique. Que peut-on faire face à cette inhabilité? Pour vous donner quelques éléments préliminaires de notre problématique, on part tout d'abord du constat que les grandes infrastructures, donc on parle ici de barrages, de gravières, de mines, de forages, de routes, d'entrepôts, d'usines, etc., continuent de représenter la base matérielle des processus économiques, même quand elles sont peut-être de moins en moins visibles, au prétexte d'une dématérialisation de l'économie, mais qui n'est souvent qu'apparente. On part aussi du constat que les infrastructures sont en étroite relation avec le politique, avec les normes de l'État, avec le droit qui les encadre, mais sur lesquelles elles exercent aussi de fortes pressions, qu'elles essaient parfois de contourner, par exemple, lors des permis environnementaux. Au total, les grandes infrastructures façonnent donc des systèmes socio-écologiques dans les territoires, autant que les rapports sociaux, politiques et économiques à différentes échelles. Et alors que longtemps ces infrastructures ont été présentées de manière positive, comme des vecteurs d'aménagement, des moteurs de développement des territoires, avec l'idée de progrès, voire de prouesse technique, aujourd'hui, au contraire, les grandes infrastructures sont de plus en plus questionnées comme étant une cause possible, voire majeure, d'inhabitabilité des territoires. Dans cette notion d'habitabilité ou d'inhabitabilité, c'est bien la dialectique entre, d'une part, un équilibre des limites écologiques et d'autre part les fondations sociales qui sont mises en cause. Donc l'inhabitabilité, c'est non seulement l'artificialisation des sols, les perturbations majeures des cycles biogéochimiques, par exemple la raréfaction des ressources, les pollutions, les destructions, etc., mais c'est aussi des inégalités de distribution, des gains, des expositions, c'est aussi des violences, d'accaparement de terres, de ressources, de violences de genre contre des populations, de répression parfois, et des injustices socio-environnementales croissantes, d'exposition aux polluants, d'accès aux communs, etc. Les exemples sont nombreux. En France, on peut penser par exemple à Notre-Dame-des-Landes, à l'autoroute A69, mais aussi aux gravières en Basse-Ariège, dont Hélène Guetta-Bernard va nous parler. Mais c'est aussi très présent dans les Suds et souvent à une plus grande échelle encore. On pense par exemple aux méga-barrages comme le barrage des Trois Gorges en Chine, le barrage de Belo Monte au Brésil, ou encore des mines dont Laurence Maurice va nous parler et qui sont en partie au service de notre propre transition énergétique dans l'Union européenne, ce qui est dénoncé par des activistes, par exemple en Amérique latine, comme de nouvelles formes de colonialisme énergétique ou d'extractivisme vert. Donc ce constat place les infrastructures au cœur de nouveaux questionnements. Tout d'abord, des rapports de pouvoir. Qui tire profit de quelles infrastructures?
à l'échelle des territoires et au-delà, qui est au contraire exploité ou exposé à leurs dégâts. Ensuite, dans quel rapport politique et dans quel métabolisme les grandes infrastructures s'inscrivent-elles à différentes échelles, sud-nord, centre-périphérie, ville-campagne? Par ailleurs, et de manière réflexive, quelles données produisent les recherches scientifiques, quels aspects et quelles expériences, par exemple des travailleurs ou à l'inverse des femmes et des enfants qui sont exclus du domaine du travail, sont mis en lumière et quels autres sont au contraire laissés dans l'ombre? Et enfin, comment, par quel processus, à quelles conditions différentes catégories d'acteurs et d'actrices peuvent contribuer à refaçonner des territoires dont l'habitabilité est menacée. On parle ici d'habitants, de pouvoirs publics, d'acteurs économiques, mais aussi des scientifiques eux-mêmes. Donc pour répondre à ces questions, on a aujourd'hui la chance de pouvoir assister à un dialogue entre deux scientifiques engagés dans des recherches transformatrices qui se situent à l'interface science-société et qui combinent la co-construction de données au sein d'équipes interdisciplinaires et des dispositifs de transformation socio-écologique. Donc Laurence Maurice, comme je l'ai dit en introduction, hydrogéochimiste, directrice de recherche à l'IRD, membre du laboratoire JET à Toulouse, Géosciences Environnement Toulouse. Laurence est spécialiste des contaminants métalliques, des impacts environnementaux et des expositions humaines liées aux activités extractives. Elle travaille en inter et en transdisciplinarité sur l'analyse des vulnérabilités environnementales et sociales dans des territoires impactés, principalement en Amérique du Sud. Elle nous parlera aujourd'hui de la mine d'or de la Rinconada au Pérou et d'expériences de transformation socio-écologique en Colombie. Elle est très engagée dans les sciences de la durabilité. Elle participe à la co-construction de nouveaux éléments de réponse et de voies de changement avec les populations locales, les acteurs publics en charge de la gestion et de la prévention des risques liés à l'extractivisme. Hélène Guetta-Bernard, je l'ai dit aussi, professeure de sociologie au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en France, à l'ENSFEA, qui est donc l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. Elle est par ailleurs membre du LIST, équipe dynamique rurale à Toulouse également. Les recherches d'Hélène portent sur le genre et l'agriculture familiale, le développement rural, les mobilités, les identités, le care et l'environnement, le rapport au vivant, la gestion des ressources et l'alimentation, avec des terrains en France, en Inde, mais aussi en Afrique de l'Ouest et au Brésil. Elle participe à plusieurs projets de recherche interdisciplinaires et participatifs, parmi lesquels le projet Napalair, dont elle va nous parler aujourd'hui. Napalair traite de l'impact de la nappe phréatique de l'activité de gravière en Ariège, et notamment de l'extraction de granulats à grande échelle. Donc, je vais passer la parole d'abord à Laurence, puis à Hélène pour environ 25 minutes de présentation chacune, après quoi nous aurons un temps de réaction entre les intervenantes avant d'ouvrir un débat avec la salle. Donc, réservez vos questions pour tout à l'heure. Nous aurons donc un grand moment dédié pour cela. Laurence, la parole est à toi et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, ben merci beaucoup Isabelle pour ton invitation. Merci Nicolas pour cette organisation. Donc voilà, comme tu expliquais, je suis effectivement hydrogéochimiste. Alors je vais partager ma présentation. Alors j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous la voyez? Ah non, ah non, c'est arrêté parce que la fenêtre est fermée. Alors attendez. Non, vous voyez pas mon écran là. On l'a vu un instant et ensuite tu l'as sans doute refermé, il a disparu. Voilà, là on le voit, c'est tout bon. Là, c'est bon? Oui, Ok, super. Je vais fermer ça aussi, hein. Voilà. Donc, ben, je vais vous présenter effectivement plusieurs travaux réalisés en Amérique du Sud. Donc, moi, je suis spécialiste des impacts des activités extractives. Donc, effectivement, comme vous l'a présenté Isabelle, le thème de ce séminaire concerne les infrastructures. Alors, moi, ce dont je vais vous parler sont des infrastructures au sens large, des infrastructures liées à l'extraction minière et en particulier à l'extraction d'or, et comment faire dans des conditions, dans des territoires particulièrement inhabitables, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont inhabitables, comment faire pour activer des leviers de transformation avec les populations en particulier. Donc, ce travail réalisé à la Rinconada au Pérou est un travail
d'équipe, bien évidemment, que j'ai le plaisir de vous présenter ce matin. C'est un travail qui a été réalisé avec des collègues de l'université de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, avec des géologues en particulier qui travaillent depuis un certain temps, depuis pas mal d'années, sur la Rinconada, avec des collègues, une collègue qui est en thèse en Belgique, à l'Université d'Anvers, Maria Eugenia Robles, qui a travaillé sur le volet social de cette mine, de cette ville. Des collègues hein, de Grenoble, hein, je vais vous expliquer pourquoi ils sont venus me chercher, et puis des collègues, mon postdoctorant au laboratoire JET et des étudiantes de master qui ont participé à la fois aux analyses, mais également au développement d'un jeu sérieux dont je vous parlerai à la fin de ma présentation. Ah, alors, il veut pas avancer. Alors, c'est quoi ce truc? Ah oui, voilà, ok, bon. Donc, je vais vous parler de la mine au Pérou, hein, plus spécifiquement de la Rinconada, qui est une ville minière énorme. Et pourquoi je suis allée travailler là-bas? Parce qu'en fait, j'ai été contactée par une équipe de médecins de l'Université de Grenoble-Alpes et de l'UNSERM qui ont décidé il y a quelques années, autour des années 2019-2020, de travailler dans la ville la plus haute du monde pour étudier un petit peu l'adaptation humaine à l'altitude et en particulier à l'hypoxie. Donc, en fait, cette ville, hein, comme vous voyez à l'écran, elle est située autour de 5000 mètres d'altitude et au pied du glacier, on est même à 5300 mètres d'altitude. Donc les gens se sont installés entre 4008 et 5300 mètres d'altitude. Et normalement, à ces altitudes-là, on a quand même beaucoup de mal à vivre. En fait, à ce niveau-là, le niveau d'oxygène, la pression partielle d'oxygène est 2 fois moindre qu'au niveau de la mer. Donc c'est un véritable défi à la physiologie humaine et c'est en ce sens-là que ces chercheurs grenoblois se sont intéressés à cette ville. Donc, ils ont voulu voir un petit peu quels étaient les modes d'adaptation humaine à cette hypoxie chronique sévère. Et ils se sont aperçus, voilà, que ces personnes qui vivent là-bas sont essentiellement d'origine quechua et présentent des adaptations sanguines assez incroyables, assez profondes, qui leur permettent de travailler et de vivre à une telle altitude. Donc, bien évidemment, ils fabriquent plus de globules rouges. Ils ont une épaisseur du sang est modifiée aussi, hein. Mais bon, par contre, malgré toutes ces adaptations physiologiques, une grande partie de la population, hein, environ 20%, présente quand même des signes d'intolérance à cette vie permanente à cette altitude, en particulier ce qu'on appelle el soroche là-bas, le mal chronique des montagnes, et qui induit des complications sérieuses de santé, en particulier des accidents vaso, cardiovasculaires. Donc, il y a un petit centre de santé sur place, mais il n'y a pas d'hôpital. Il y a un petit centre de santé, il y a une infirmière en permanence, mais il n'y a pas de médecin permanent. Il y a un médecin qui vient de manière intermittente. Et donc, le suivi et la prise en charge de cette population, elle est très rudimentaire. Et les personnes qui souffrent de pathologies graves sont obligées de partir, d'aller à la ville la plus proche, mais qui est quand même à 2h30 de route. Donc, cette ville de la Rinconada, c'est-à-dire la Belle au Bois dormant, mais c'est loin d'être un conte de fées et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est vraiment pour moi, enfin, quand je suis arrivée là-bas, donc j'ai été contactée par ces médecins qui étaient intéressés donc par l'adaptation physiologique à l'altitude. Mais au bout de leur deuxième mission, ils se sont dit, oh là là, mais il n'y a pas que l'altitude qui est importante en termes de santé publique. Il y a également très probablement l'exposition au mercure. Parce qu'en fait, cette ville, elle existe parce qu'elle a été construite et montée sur une mine d'or. Donc les gens vivent directement dans la montagne sur une mine d'or. Alors voilà, donc c'est vraiment la vie de tous les extrêmes. Il y a donc par l'altitude, hein, par la concentration d'oxygène qui est très faible, un froid terrible, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie que de travailler là-bas. Un taux élevé de croissance de la population.
puisque voilà, la population est attirée par le gain rapide. Parce qu'effectivement, quand on exploite de l'or, on peut gagner de l'argent assez rapidement, surtout au vu du prix de l'or qui a monté de manière exponentielle, qui a grimpé de manière exponentielle, hein, ces derniers temps, qui commence à redescendre, mais il a atteint des niveaux jamais atteints auparavant. Il y a aujourd'hui entre 50 et alors les estimations sont difficiles parce que voilà, la population bouge, les gens arrivent, repartent. Mais il y a au moins 50 000 habitants qui vivent en permanence et qui survivent en fait dans ces conditions extrêmes. Il y a un taux de criminalité élevé qui est dû aux conditions de travail, aux conditions de vie. Il y a une absence totale de l'État. Et il faut savoir que dans ce contexte-là, il faut savoir que dans le contexte péruvien, le Pérou est un pays minier hein, par excellence. Il exploite de nombreux minerais, principalement dans les Andes. Et l'or aussi dans les Andes. Dans les Andes, c'est de l'or primaire qui est exploité. Jusqu'en Amazonie, où là, on a de l'or plutôt alluvionnaire, dans le bassin en particulier de Madre de Dios, où il y a beaucoup d'activités avec des impacts importants. Donc, la production annuelle d'or au Pérou officielle, elle est importante, hein, c'est environ 96 tonnes par an, et dont la moitié environ qui sont exploitées de manière artisanale, comme c'est le cas à la Rinconada. Donc, terre de tous les extrêmes, pourquoi? Donc, en plus de cette altitude énorme, de ce froid intense, des conditions de vie vraiment très compliquées, il n'y a pas d'alimentation en eau potable. Donc, les gens s'alimentent soit directement à partir de l'eau du glacier, dont vous voyez des câbles ici, hein, sur la première photo du haut, hein, vous voyez des tuyaux, en fait, noirs. Ces tuyaux sillonnent toute la ville, hein, depuis le glacier jusqu'en bas, donc depuis 5300 mètres d'altitude jusqu'à 5000. Vous avez des tuyaux d'eau partout, alors pour l'alimentation en eau potable en partie, mais également pour faire fonctionner toutes les infrastructures hein, qui servent à extraire l'or du minerai, l'or de la roche broyée, cassée, etc. Et donc, vous avez de temps en temps des camions. Donc là, vous avez une photo, j'avais prise aussi sur place, d'un camion qui alimente en eau potable la ville. Donc, les gens sont obligés de remplir des jerrycans d'eau pour pouvoir cuisiner, boire et s'alimenter. Donc, pas d'eau potable, aucun traitement de déchets miniers ni urbains. Donc là, la photo de gauche, bah, c'est quand vous arrivez dans la ville, vous avez des montagnes de déchets. Donc, vous avez un mélange de déchets qui sont liés à la vie de ces 50 à 70 000 personnes qui vivent sur place, donc déchets urbains, mélangés aux déchets miniers, puisque l'or a la particularité de posséder un très mauvais, ce qu'on appelle rock to metal ratio, un très mauvais ratio métal sur minéral. Et donc, vous avez des quantités gigantesques hein, de minerais après broyage hein, qui sont jetés en bas de la ville. Et donc une partie de ces déchets est accumulée donc à l'entrée de la ville, au milieu de la ville. Et vous avez également des déchets plutôt liquides, hein, mais très denses, qui sont rejetés dans la lagune qui se trouve en bas de la ville, s'appelle Laguna Rinconada, qui est une lagune qui est magnifique, mais qui est malheureusement bah, dont la vie aquatique est mise en péril par ce cône de déjection. Donc vous avez une photo sur la droite de ce cône de déjection des effluents miniers de la Rinconada qui est absolument gigantesque et qui s'accumule sur des mètres et des mètres d'épaisseur et qui mettent en péril bien évidemment la vie aquatique. Vous avez une urbanisation également précaire. L'État étant totalement absent, les gens s'installent et construisent des maisons comme ils peuvent, donc des maisons sur pilotis, hein, puisque vous êtes sur la montagne, hein, vous êtes dans les Andes. Donc les gens construisent des maisons un peu de briques et de broc hein, sur pilotis, hein, des maisons en tôle hein, avec des petits bouts de fenêtres parfois, mais absolument pas étanches au froid, absolument pas protégées du froid extérieur. Il n'y a pas de chauffage.
Quelques personnes, bon, il y a quelques maisons en dur, en briques, à l'intérieur même de la ville, mais vous avez, au fur et à mesure de la croissance de la population, une urbanisation comme ça qui se met en place sur les versants, sur d'autres versants de la montagne. C'est assez terrible et aucun contrôle environnemental, bien évidemment, de tout ce qui se passe. Et je vais vous expliquer un petit peu quels en sont les effets. Donc, vous avez des impacts environnementaux, sociaux et sanitaires complètement gigantesques. Et en particulier au niveau social, vous avez une situation d'insécurité qui est très prégnante, qui est très forte, hein, puisque voilà, pas mal de personnes sont armées aussi, hein, comme dans beaucoup de villes minières en Amérique du Sud en tout cas. Donc ça génère tout ça un climat de méfiance parmi les travailleurs, ce qui rend difficile en fait les liens de solidarité hein, entre les personnes. Il y a même un mineur qui nous a dit au cours d'un entretien auprès de Maria Eugenia Robles, qui a étudié toute la partie structurelle, sociale de cette ville, hein, qui disait qu'en fait, il ne souhaitait pas hein, créer de liens d'amitié avec les gens parce qu'on ne savait pas si demain, ils pouvaient nous attaquer, nous assaillir, nous voler, etc. Donc les gens sont très, très méfiants. Il y a beaucoup de vols à main armée dans la ville, des agressions fréquentes. Ces agressions sont assez souvent commises par des membres extérieurs de la ville, extérieurs à la mine, ce sont des personnes qu'on appelle localement les primos. Alors, primos, ça veut dire cousin. Donc, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont quand même d'origine quechua ou colons, qui peuvent être réalisés soit par d'anciens mineurs, par des malfaiteurs, par d'anciens détenus aussi, hein. Donc, il y a une grande méfiance à l'intérieur de la ville. Après 6 heures du soir, il est très difficile même de marcher dans la rue. Et même si bon nombre d'habitants de la Rinconada essayent de vivre loin de la prostitution, du trafic aussi, hein, bien évidemment, les familles en souffrent et tente de vivre au mieux malgré toutes ces contraintes et malgré aussi l'image négative de la ville. Donc, les gens viennent en famille parfois hein, gagner de l'argent. Certaines familles peuvent rester plusieurs années, puis repartent. D'autres sont là depuis très très longtemps. Mais bien évidemment, toutes ces conditions, toutes ces contraintes freinent les investissements, qu'ils soient politiques ou financiers. Et ça limite bien évidemment les accès à des meilleures conditions de vie. Donc il y a en plus hein, des inégalités de genre qu'on a étudiées. Moi, c'était intéressant parce que quand j'ai été contactée par l'équipe grenobloise, de médecins, ils s'intéressaient bien évidemment aux mineurs, donc à leur double exposition, à la fois aux conditions de travail en hypoxie, mais également aux conditions d'exposition au mercure, ça les intéressait énormément. Et quand on a discuté un petit peu de la mise en place de notre programme de travail conjoint, je leur ai posé la question des femmes, hein, quels étaient leur rôle dans la mine, quels étaient leurs rôles dans la ville. Et, euh, et donc, il a été convenu que ben, moi, je travaille auprès des femmes, qui n'était pas prévu dans le cadre de la mission qu'on a réalisée en 2022. Donc, ça aussi, c'est intéressant, comment les biais de genre peuvent aussi s'inviter hein, dans certains programmes de recherche scientifique, en particulier en sciences de la vie et de la Terre. Donc, eux se sont intéressés à l'exposition humaine des hommes mineurs au mercure, et moi, je me suis intéressée à l'exposition des femmes, en particulier de toutes les femmes qui travaillent sur place, non seulement des femmes qui travaillent dans la mine, dans les activités minières, mais également des femmes qui travaillent dehors, qui sont commerçantes, qui vivent à l'extérieur, qui sont sur le marché, qui ont des petits étals, etc. Donc, il y a beaucoup d'inégalités de genre qui se superposent bien évidemment à la vulnérabilité économique des habitants qui vivent en conditions très, très précaires. Donc, c'est vrai que le travail dans les mines est un travail d'homme
puisque en plus, dans ces pays, en particulier au Pérou, mais je l'avais vu aussi en Bolivie, hein, en Bolivie, en Équateur, en tout cas dans les pays andins, les femmes sont interdites de séjour et de travail dans les galeries. En fait, ça tient, elle porte malheur. Ça tient à une légende qui dit qu'en fait la montagne est protégée. Donc l'esprit de la montagne est une grand-mère, hein, et c'est un esprit de femme, hein, d'une grand-mère protectrice, donc qui protège les hommes. Et si des femmes pénètrent dans les galeries, hein, elles peuvent s'attirer le courroux, hein, la colère de cet esprit, de cette grand-mère, et donc provoquer des accidents, etc. Donc les femmes sont interdites dans les galeries. Mais ce qui ne les empêche pas quand même de travailler dans les activités minières en partie, mais elles sont rejetées à l'extérieur des galeries, et elles sont dehors à travailler au froid, sous la neige, à l'extérieur et également à casser des cailloux. Donc ces concessions minières sont organisées en associations tenues par des hommes, bien évidemment. Ces associations, ces concessions sont en voie de formalisation, mais c'est une formalisation très très lente qui n'est pas forcément voulue par tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle prend du temps. Elle a commencé cette formalisation il y a 11 ans, mais elle n'est toujours pas actée. Il y a beaucoup de réticences pour de nombreuses raisons. Donc les activités, les hommes travaillent dans des conditions aussi précaires, hein. Des outils artisanaux sont utilisés, des pioches, des marteaux. Il y a aussi évidemment des excavatrices, il y a des grosses machines, des foreuses, hein, mais les conditions de travail sont quand même tout à fait précaires et particulièrement éprouvantes. Donc en fait, quand le minerai est extrait, donc soit à l'intérieur des galeries par les hommes, soit de l'extérieur par les femmes, qu'on appelle paliaqueras, ces blocs de roches sont convoyés, hein, donc à dos d'hommes, hein, les dos d'hommes et de femmes. Elles sont emmenées, elles sont transportées, hein, dans la partie, ce qu'on appelle la partie industrielle de la ville, où là, il y a des grandes infrastructures qu'on appelle les remolinos. Ce sont des grosses machines qui permettent de broyer la roche pour en extraire la fraction fine. Donc, elles sont broyées soit avec, vous voyez, ces grandes roues qui tournent et qui sont alimentées par l'eau du glacier dont je vous parlais tout à l'heure, soit directement par les jambes, donc par les humains qui vont, ça s'appelle ça s'appelle des kimbaletes, donc où les hommes broient avec leurs jambes, avec leurs pieds, hein, le minerai, hein, pour vraiment extraire la fraction fine. Donc ce sont plutôt des travails d'hommes. Et une fois que ce minerai est broyé, on rajoute du mercure. Ils rajoutent du mercure pour faire ce qu'on appelle un amalgame, puisque l'or a la propriété, comme l'argent, de s'amalgamer au mercure et de former un amalgame hors mercure qui est très dense, mais qui permet de concentrer le minerai. Et là, comme c'est de l'or primaire avec beaucoup de roches, les quantités de mercure utilisées sont faramineuses, hein. Ils utilisent et 15 grammes entre 5 et 15 grammes de mercure par gramme d'or extrait, donc c'est gigantesque. Donc il y a un amalgame qui est fait dans des espèces de bétonnières, et ensuite cet amalgame est brûlé à l'air libre, hein, toujours dans la zone industrielle, et il est également brûlé à nouveau, hein, à l'intérieur de la ville, chez les revendeurs d'or, hein, pour être sûr de ne plus avoir de traces de mercure. Donc voilà comment se fait l'extraction. Donc le mercure est émis dans l'atmosphère directement par quantité faramineuse, hein, par tonne dans l'atmosphère de la ville même. Et donc, au niveau de l'organisation du travail, comme je vous disais, les femmes sont totalement exclues des galeries. Et quand on regarde la pyramide, en fait, des travailleurs, eh bien évidemment, les hommes se situent en haut de la pyramide et les femmes, les paliaqueras, tout en bas. Ça, c'est le travail de María Eugenia Robles dans le cas de sa thèse.
Là, c'est une photo donc de ces paliaqueras qui sont à l'extérieur de la ville, qui travaillent dans des conditions absolument épouvantables et des impacts environnementaux absolument catastrophiques. Donc, avec mes collègues de l'université de Puno, on a fait des échantillonnages d'air, d'eau, de sédiments, également de poissons. C'est à côté de la laguna Rinconada, qui est immense et qui reçoit tous les effluents liés, hein. Vous avez une petite lagune dans laquelle on fait de l'élevage de truites. Et bon, je redoutais, mais finalement, ça se passe bien. Les truites ne sont pas contaminées parce qu'elles ne reçoivent pas d'effluents directs. Et puis, on a analysé l'exposition humaine au travers de l'urine, puisque en cas d'exposition au mercure atmosphérique, au mercure vapeur, on le voit dans les urines et non pas dans le sang. Donc, on a fait des mesures, des prélèvements environnementaux et humains. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que donc là, vous avez un graphique qui présente la distribution entre les mineurs et les paliaqueras de l'exposition humaine au mercure. Vous voyez que les expositions des mineurs et des paliaqueras restent quand même en dessous des valeurs seuil, hein, entre guillemets, parce que le mercure ne sert strictement à rien pour le métabolisme humain et on devrait en avoir zéro. Mais bon, l'OMS on accepte quand même une certaine quantité dans le corps. Donc la valeur seuil, elle est de 20 microgrammes de mercure par gramme de créatinine urinaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus exposées au mercure, ce ne sont pas les mineurs, ce ne sont pas même les femmes qui travaillent à l'extérieur des mines, mais ce sont les commerçantes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un résultat auquel on ne s'attendait absolument pas, et encore moins mes collègues médecins. Donc, c'est intéressant. Et pour expliquer, donc on a effectivement une exposition importante des personnes qui s'occupent du brûlage de l'amalgame. Donc, vous avez vu dans les photos précédentes que voilà, il y a un amalgame faux mercure et qu'il y a des personnes qui les brûlent directement alors sous des espèces de hottes, mais qui ne possèdent pas le filtre, donc ça part dans l'air. Les commerçantes et les commerçants sont fortement exposés à ce mercure dans l'air. Alors pourquoi on a autant de mercure dans l'air? J'avais installé ce qu'on appelle des capteurs passifs. J'avais installé des petits capteurs dans différents endroits de la ville, depuis le glacier jusqu'en bas de la ville, en passant par l'école, en passant par la zone industrielle, etc. Et là, j'ai jamais mesuré des teneurs aussi élevées de concentration en mercure dans l'air. Donc la limite sanitaire de l'OMS, c'est 200 nanogrammes par mètre cube. Au niveau du glacier, on a 55 000. Au niveau de la zone industrielle, on a jusqu'à presque 4 000, on a entre 3 000 et 4 000. Dans l'école, on est à 900, qui se trouve en bas de la ville, mais qui récupère cette air. Donc, dans toute la ville, en fait, on a des niveaux de mercure dans l'air qui sont absolument insoutenables, qui sont extrêmement élevés, avec des pics au niveau du glacier. Et donc, pourquoi on a ces valeurs-là? Parce que, voilà, comme j'expliquais, le brûlage se fait à l'air libre. On fait aussi du brûlage de l'or avant la revente. Et ce qui se passe, c'est que les conditions météorologiques sont telles que, on a comme une chape atmosphérique au-dessus de la ville qui empêche la circulation d'air. En plus, quand on y était, on avait un temps assez terrible avec, avec comme une chape au-dessus de la ville qui empêche la circulation d'air et donc à l'air de se renouveler. Voilà, donc les valeurs dans l'air sont absolument catastrophiques. On a fait des analyses d'eau également au niveau du glacier, c'est énorme. Donc l'eau du glacier, elle est absolument pas potable, malgré voilà le fait que les gens s'y alimentent. L'eau achetée dans les camions, elle est potable entre guillemets, mais elle est très élevée. Nous, dans notre eau du robinet, elle est inférieure au nanogramme par litre. Là, dans les camions, elle est d'une trentaine de nanogrammes par litre, c'est fort. On a organisé donc pour faire, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis allée sur le terrain, j'ai fait une réunion à la mairie auprès du maire et j'avais demandé à rencontrer les responsables des associations de femmes, donc l'association des commerçants, l'association des paliaqueras, pour travailler avec elles, voir si elles étaient intéressées par ce projet, par cette étude. Et ça tombait très bien parce que quelques jours après, elles organisaient leur assemblée générale. Donc j'ai pu avoir 150 personnes, 150 femmes dans une même salle pour pouvoir justement discuter avec elles
des activités minières, des impacts du mercure, et puis faire tous les prélèvements. Donc, on a restitué les résultats. Je leur ai expliqué ce qu'était, voilà, d'où venaient les risques, comment ils venaient, comment s'en protéger. Donc, on a fait une grande sensibilisation aux risques, à ces risques sanitaires, en leur donnant quelques recommandations, dont préférer les eaux de source, hein, qui sont effectivement meilleures que l'eau du glacier, bien évidemment. Ne pas brûler les amalgames à la maison, puisque certaines pouvaient le faire. Utiliser des systèmes de rétorte qui permettent de recondenser le mercure, hein, au moment du brûlage pour éviter qu'il se disperse dans l'atmosphère. Pas brûler les amalgames près des lieux où vivent les enfants, etc., etc. Donc, ce qu'on a appris également en travaillant dans cette ville, c'est que bien évidemment, donc la mine, la Rinconada est une ville totalement inhabitable. Et pourquoi elle attire autant de personnes? Parce que voilà, ça promet, hein, il y a une promesse d'emploi stable, un rémunérateur. Et c'est une région rurale au Pérou qui manque de ce type d'emploi. Il y a des revenus absolument élevés, hein, très élevés même au regard des bien plus aujourd'hui qu'en 2022. Il y a des horaires flexibles. On est sûr de trouver du travail. Et puis l'absence de l'État fait qu'il y a une absence de formalité administrative et de contrôle, donc qui facilite l'accès à ce travail. Donc on s'est aperçu, et ça c'est très de Maria Eugenia, elle s'est aperçu que les personnes vivant sur place développent des stratégies d'endurance et de subsistance pour améliorer leur qualité de vie, malgré les sacrifices, et une capacité assez incroyable à survivre dans cet environnement particulièrement pollué de haute altitude. Donc, est-ce que l'empaillage sans mercure est possible? Eh ben, oui, on le fait. Donc, j'ai travaillé avec ARM, qui est alors, c'est pas une fondation, c'est un organisme qui s'appelle Alliance pour une mine responsable, qui travaille en Afrique, en Amérique du Sud. Le siège est en Colombie. C'était monté par des Français, par un Français, qui ont développé des mines sans mercure, des mines d'or sans mercure. Et il y en a une qui se trouve au pied de la Rinconada, à Ananéa, où effectivement, on travaille sans mercure, sans déforestation, et on essaye de faire ce qu'on appelle un or fer, juste, responsable, qui est vendu sur le marché plus cher, bien évidemment, que l'or classique, et qui soutient des modèles collaboratifs d'entrepreneuriat, en particulier des femmes. Donc, ça fonctionne à l'ANEA. Mais c'est un exemple au milieu de nombre d'activités avec du mercure. Alors, ce qu'on a fait également donc ARM, j'ai travaillé avec eux sur les trois Guyanes, Guyana, Suriname, et où on a travaillé justement à la transformation avec les orpailleurs, à la transformation de leurs pratiques, hein, et on a mis en place des moyens techniques, donc des infrastructures techniques, des tables à secousses, des boîtes un peu magiques qui permettent d'extraire l'or depuis le minerai, depuis la roche-mère, sans utilisation de mercure. Et en fait, on s'est aperçu qu'il était très compliqué de faire valider ces changements de pratique. Et également, il y avait beaucoup de faux messages qui circulaient entre le fait d'utiliser du mercure et l'exposition humaine au mercure, en particulier au mercure organique en Amazonie, puisque au Guyana et au Suriname, c'est plutôt en conditions amazoniennes et non de montagne que l'exposition se faisait. Et on le voit partout, même en Guyane française. L'exposition humaine au mercure, elle est principalement due, elle est même quasiment uniquement due à l'exposition au mercure organique qui vient de la consommation de poissons. Et en fait, les gens ont fait très rapidement un amalgame, c'est le cas de le dire, entre exploitation minière et mercure dans les poissons. Et c'est pas du tout un lien direct, l'équation ne fonctionne absolument pas. Donc, pour remédier hein, à ces fausses idées, à ces fake news, à ces fausses litanies, on a développé un jeu sérieux, vraiment pour sensibiliser, écouter, échanger autour de qu'est-ce qui se passe un territoire minier, orpaillé, hein, qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle du mercure et au niveau de la santé humaine. Et donc, c'est un jeu qu'on avait développé initialement en Guyana et Suriname et qu'on a adapté
au contexte colombien avec une collègue anthropologue qui travaille au CERI à Sciences Po Paris, hein, qui travaille, elle, sur le fleuve Atrato, hein, qui a été proposé, qui est aujourd'hui déclarée personnalité juridique en raison justement des activités d'orpaillage intense et du risque de contamination au mercure. Donc, ce jeu a été testé. On a travaillé ensemble, on l'a fait l'année dernière avec Sandrine et on a travaillé également avec l'association Les Gardiens du fleuve Atrato et une ONG, Siembra, qui participe justement à la mise en place de voies de transformation de ce territoire, hein, de cette partie du fleuve Atrato très fortement impactée par les activités minières. Comment redonner vie à ce fleuve? Mais bien évidemment en passant par la sensibilisation des populations locales à tout ce qui se passe. Donc, on a formé ouais, plus de 100 personnes, dont en particulier des prêtres, hein. Et ça, j'ai trouvé intéressant cette attache, cette accroche. Donc, on a formé les populations locales, des médecins, même des orpailleurs, hein, Guyana, Suriname. On a travaillé avec des orpailleurs aussi. Et là, on a travaillé avec un groupe de prêtres. Et j'ai trouvé cette entrée intéressante puisque les prêtres sont très écoutés, en tout cas en Amérique du Sud, hein, et peuvent faire passer des messages qu'on ne saurait pas forcément bien faire passer, nous, à notre échelle. Donc cet outil, là, je vois que le temps passe très vite. Donc c'est un jeu en fait, ouais, là je dis pas, donc c'est un jeu qui permet aux gens vraiment de s'approprier, hein, les questions, ce qui se passe avec le mercure en territoire d'orpaillage. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les sources? Comment il se transforme dans le milieu? Quels sont les risques d'exposition humaine et comment s'en protéger? Et donc, à l'issue de ce jeu, donc les gens jouent par eux-mêmes et nous, on intervient juste pour animer, mais ce sont les gens qui se posent des questions et qui posent les cartes eux-mêmes. Donc, chaque groupe, en fait, va positionner ses cartes telles qu'il entend avec ses connaissances, avec ses savoirs et aussi avec ses questions. Et à l'issue du jeu, ben, j'avais préparé aussi, on avait préparé des affiches pour alimenter le débat, pour alimenter les questions-réponses. Et ça a été vraiment très efficace, des affiches qu'on avait mises en place aussi en Guyane française, avec le parc amazonien de Guyane et un groupe de chercheurs aussi de Bordeaux. Voilà, donc on travaille beaucoup, je dirais beaucoup aux interfaces sciences-société, sciences politiques pour voilà, tenter de contribuer à la mise en collectif des savoirs, à la fois des savoirs académiques, mais aussi des savoirs locaux et de tous les acteurs présents sur ces sites inhabitables, hein, avec cet enjeu voilà, de toujours inclure les autorités, mais tous les acteurs. Et ce qu'on a également soulevé avec Sandrine, c'est en travaillant beaucoup sur le dialogue science-société, on risque aussi de contribuer à l'individualisation du risque, hein, en effaçant quand même le rôle des autorités, en particulier de l'État, dans cette prise en charge de ces risques. Et bien sûr, toujours revenir aux conditions structurelles de la production du risque, puisque par exemple, pour le cas de la Rinconada, l'absence de l'État, elle est choisie et particulièrement, voilà, il y a quand même, elle présente pas mal d'avantages. Je vais arrêter là et je serai très heureuse d'essayer de répondre à vos questions, mais en tout cas de participer au débat à la suite de la présentation d'Hélène. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurence. C'est d'une immense richesse, hein. On a envie de t'écouter pendant plusieurs heures. Ce que j'aimerais peut-être souligner, c'est à quel point tu nous parles quand même bien ici aussi d'infrastructures à grande échelle, même si elles ne correspondent pas à l'imaginaire qu'on peut avoir d'un barrage construit par une unique entreprise. Là, on a une échelle qui est construite, je dirais, par tentacules, par ces réseaux informels, précaires. Et ce qui est frappant aussi, c'est l'imbrication du domestique et du productif. Donc, tu nous parles à la fois de galeries, de Remolinos, mais aussi de ces tuyaux, de ces déchets où en fait les infrastructures du quotidien de la sphère domestique se mêlent avec les infrastructures productives pour le meilleur et pour le pire, parce que je comprends que c'est là aussi que se situent des voies d'exposition. On pourra en reparler si ça intéresse dans le débat, et je propose donc de passer maintenant la parole à Hélène Guetta
Merci beaucoup Hélène d'être là avec nous aussi aujourd'hui et on voit bien ta présentation. Hélène, votre micro est désactivé. Pardon, voilà, je rétablis le son. Pardon Isabelle, j'ai partagé mon écran avant que tu aies terminé. Merci Isabelle et l'équipe du CPT de m'inviter à présenter ce projet Napalair qui a en grande partie été financé par le Centre des politiques de la Terre. Donc ce projet nous amène en Basse-Ariège, entre la métropole de Toulouse et la ville de Foix. Je vous montrerai une carte tout à l'heure. Alors là, ça ne défile pas, pourquoi ? Pourquoi ça ne défile pas ? Pourquoi ça ne défile pas ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Est-ce... Ah, mince. Peut-être avec les flèches? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Ça rien ne se passe. Moi, ça défilait pas, ça défile Ben, avec ma souris. Avec la souris, Comment ? ça défile. Moi, ça Ah ben, j'ai pas de... défilait pas avec les flèches, mais avec la souris, ça a défilé. Ben, je n'ai pas de souris. Ah, voilà. C'est bon, là ? Oui, Vous le c'est voyez ? bon, Là, ça ça a marche. défilé, ouais. Ouais, d'accord. Donc, Isabelle a mis en avant l'intérêt des équipes interdisciplinaires et c'est ce qui a été réalisé dans le cadre de ce projet. Donc, avec des collègues du JET en sciences de la vie et de la terre, laboratoire auquel appartient Laurence aussi, et en sciences sociales, des collègues de l'université et moi-même, plusieurs étudiants de master, également des artistes, et je reviendrai sur l'importance de la collaboration avec eux. Frédéric Malin de suite, je mets sa réalisation pour nous inscrire directement sur le territoire dont on va parler. Cette fresque qui a été 3 mètres de long, 2 mètres de haut, enfin vraiment imposante, a été présentée lors de l'exposition et aussi dans l'espace public. L'intérêt, c'était de susciter l'étonnement et de présenter des éléments visuels de cette controverse autour de l'extraction de sable et de granulats, en présentant ce paysage appréciable, hein, avec surtout l'hiver, la ligne de montagne des Pyrénées, mais un paysage massacré, transformé, avec toutes ces infrastructures hein, qui se sont installés, et puis ces éléments, ces personnages qui alimentent la controverse, qui peuvent organiser des discussions, créer de la mobilisation, et puis on voit sur cette fresque aussi des projections sur le devenir du territoire. Donc il m'a semblé intéressant de vous présenter cette fresque en entrée de jeu, disons, pour vous faire pénétrer sur ce territoire et autour de cette question. Parmi les auteurs, il y en a plusieurs qui nous ont inspirés, mais j'en citerai 2. Nello Magallanes, qui a montré que cette question de l'extraction des granulats était un élément majeur de l'extraction à l'échelle du capital Océan. Et comme c'est ce qui est ressenti par les habitants du territoire, une partie d'entre eux, cette extraction de granulats finalement dilapide un héritage sédimentaire qui remonte aux glaciations et qui est très précieux. Cet auteur nous invite aussi à mettre en parallèle et faire des liens entre le développement de l'extractivisme, mais aussi de la mise en place de déchets. Hein. Extractivisme et détritisme sont les deux facettes d'un même phénomène. Également, il a contribué à nous accompagner dans la compréhension de la nécessité de penser politiquement les deux bouts de la production d'espace entre ces carrières où sont extraits ces granulats qui produisent des trous et le bâti à la fois des infrastructures urbanistiques, mais aussi des routes, et que on est là là aussi dans la nécessité de comprendre les différentes échelles et les logiques qui sont entre ces différents lieux. Également la question de l'enfouissement qui est présenté comme plutôt vertueux, de la valorisation des déchets dits inertes. Il y a donc une
une question spatiale autant qu'économique et il est important de considérer que même si ces infrastructures peuvent être présentées comme vertueuses, en fait, elles sont aussi constitutives de la création d'espaces déchets et une partie des habitants du territoire de la Basse-Ariège considèrent qu'effectivement, ils vivent aujourd'hui dans des espaces déconsidérés, des espaces déchets. Il y a aussi cette nécessité de comprendre que à la périphérie, donc dans ces espaces d'extraction, à la périphérie, pourquoi? Parce que c'est par rapport ici à la métropole de Toulouse, s'accumulent des nuisances et des effets négatifs que l'économie peut désigner comme externalité, mais qui sont vécus comme une déconsidération et une mise au rebut en quelque sorte. Je ne vais pas en parler plus en avant, mais on a réalisé, coécrit un article qui va bientôt être publié, qui met en lien l'extraction de déchets en Basse-Ariège, l'extraction de granulats, pardon, et la réception de déchets dits inertes, liés notamment à la construction de la 3e ligne du métro à Toulouse. D'autres auteurs qui nous ont inspirés pour comprendre l'Anthropocène à partir d'une méthodologie de description pour identifier ce qui arrive dans des lieux et des temps précis. Ces auteurs parlent de patchs. On pourrait considérer que la Basse-Ariège est l'un de ces patchs de l'Anthropocène. Ces auteurs nous invitent à récolter des attention à l'empirie, et c'est ce que l'on a tenté de faire et que je vais vous expliquer, pour mieux analyser finalement l'enchevêtrement des infrastructures humaines et non humaines. Et en ce sens, l'eau, le sol, l'air sont des infrastructures avec des effets férots. Je reviendrai sur ce terme, parce qu'on peut faire l'hypothèse qu'il peut y avoir aussi à l'avenir en Basse-Ariège, autour de ces infrastructures, des effets férots non envisagés, qui expose donc ces infrastructures à des éléments vivants non humains qui s'invitent. Je pense que c'est très en lien avec le séminaire de hier. C'est aussi pour reconnaître et porter attention aux manières dont ces assemblages entre humains et non humains finalement génèrent des dommages environnementaux, et puis donner effectivement la parole et redonner à cette histoire de dépossession et d'extraction la manière dont les habitants se sentent affectés, et nous-mêmes en tant que chercheurs, je vais y revenir. C'est aussi rendre compte, en suivant différentes formes qui permettent à des artistes situés et à des chercheurs créatifs, ce sont les mots de ces auteurs, de co-créer de la connaissance. Donc, comme Laurence, je vous invite à regarder ces images qui rendent compte de la matérialité des transformations. Voilà, on voit comment ces paysages sont bouleversés, transformés radicalement et à une échelle importante. Je vais aussi y revenir. Cette diapo montre que les carriers, en fait, non seulement ils transforment radicalement les paysages, ils les abîment, ils les bouleversent, mais ils imaginent qu'ils sont en capacité de les organiser à l'avenir, qu'il n'y a aucun souci à se faire, tout est sous contrôle. Ils proposent un catalogue des réaménagements en considérant par exemple que le sol peut être tout à fait reconstitué sans souci et sans considérer la matérialité du sol et son caractère vivant. Donc il y a là une vision très ingénieriale, très d'experts, qui y vont même jusqu'à, en quelque sorte, retourner le stigmate en se décrivant eux-mêmes comme des producteurs d'espace et non plus comme simplement des consommateurs. Cette carte vous montre, donc pour situer très précisément, on est entre Toulouse et Foix, donc les Pyrénées, et dans ce triangle entre Saverdun, Sainte-Gabelle, Mazères. Donc c'est sur cette zone-là qu'on a travaillé, mais il faut savoir que ce qui se passe en Basse-Ariège et ce que je vais vous expliquer, on le retrouve ailleurs aussi sur toute la Garonne. Donc on a travaillé à cette échelle, mais on retrouve cette même situation ailleurs. On a donc je vais vous donner des éléments du contexte. Donc on voit bien que cette politique d'extraction renvoie à une trajectoire très spécifique, localisée à différentes échelles de destruction et de rupture paysagère. On est face à une économie extractive, donc de granulats, avec une forte croissance d'activité à partir de 2010. Concrètement, on était jusqu'au tournant des années 2000 sur une activité plutôt
plutôt artisanale, connue sur le territoire, mais avec l'arrivée de 4 entreprises internationales du BTP, aujourd'hui, il y a une forme de démesure, une croissance exponentielle de l'extraction avec 1,2 million de tonnes par an pour alimenter les grands projets du BTP, les infrastructures routières. C'est l'extension aussi, la grandeur du territoire impacté, 613 hectares, et également une préoccupation et des critiques très fortes sur le fait que l'exploitation, l'extraction de granulats se fait jusqu'à 15 mètres dans la nappe, une situation assez exceptionnelle en France. Également, ce qui est décrié, c'est que non seulement c'est la construction de ces trous, ces extractions sur ce périmètre, mais aussi l'enfouissement de déchets qui, dans la qualification, est indiqué déchets dits inertes. Le problème, c'est qu'ils ne le sont pas vraiment parce qu'ils sont enfouis dans la nappe et donc en contact avec l'eau. Il y a donc un danger, des effets sur la connectivité hydrologique de la nappe et des pollutions potentielles. Bouleversements radicaux du système socio-écologique, transformation majeure des territoires et des paysages, avec la perte des meilleures terres agricoles et la création de ces nombreux plans d'eau en contigu et qui met l'eau de la nappe à nu et qui pose des problèmes aussi de pollution potentiel et l'excavation de tous ces granulats crée de la pollution aussi en termes de poussière, etc. Au départ, il faut savoir que quand on a commencé à travailler, il y avait une forme, le terme est peut-être un peu fort, mais une forme d'omerta. Il a été très difficile de rencontrer certains acteurs. Il y avait au départ un soutien politique des élus et en quelque sorte une absence de débat citoyen. La proposition méthodologique et conceptuelle a consisté à mettre en dialogue différentes approches. Effectivement, les sciences sociales, ce qui nous a importé, c'est d'essayer de comprendre le ressenti, le vécu des habitants face à cette situation, de mettre en évidence les éléments de la controverse, aussi pour comprendre pourquoi certains habitants étaient mobilisés et d'autres plutôt indifférents. Comprendre aussi les modes de gouvernance de l'eau en Ariège et en Basse-Ariège en particulier, et puis travailler sur ce métabolisme territorial. J'en ai déjà parlé avec l'article sur le lien entre zone d'extraction et troisième ligne du métro. Sur la dimension science de la vie de la Terre, dès le départ, parce que c'est un projet sur un temps court et avec des moyens relativement limités, disons, et puis aussi parce qu'il y a déjà des travaux importants et d'une accumulation en quelque sorte de connaissances. Donc l'objectif des collègues en sciences de la vie de la Terre, c'était plutôt de faire une synthèse de ces éléments pour à la fois comprendre de comment ces données déjà existantes, qui étaient extrêmement dispersées avec une grande technicité, donc difficile d'accès. L'enjeu, c'était plutôt de mettre en scène, de rendre compte de ces différentes données et de les rendre accessibles à la critique, et notamment parce qu'aussi il y a des nombreux dossiers de rapports finalement qui ont été analysés et portés à la critique. On a travaillé aussi avec des artistes dans cette dimension art-science parce que ce qui nous a importé, c'est dans ce travail, de cette collaboration, c'était de leur permettre d'exprimer la manière dont ils voient. Je fais référence aux travaux de Zhong Mengwell avec son ouvrage récent, là, de 2021, où ce qu'elle dit qu'il faut un équipement perceptif et mental pour voir autrement, pour se reconnecter à ces éléments du vivant et rendre compte autrement aussi avec un autre langage. Les artistes qui nous ont accompagnés étaient aussi là pour être des passeurs dans ce dialogue entre la recherche et l'action, accompagner aussi des éléments d'un récit sur ces bouleversements et susciter l'étonnement pour bousculer les indifférences qui peuvent s'exprimer sur le territoire. On a travaillé aussi avec des professionnels de la médiation scientifique pour nous aider, nous accompagner dans la mise en synthèse, l'analyse des critiques, le partage des connaissances, et notamment au travers d'une exposition qui n'est pas simplement le résultat de la recherche, mais qui est partie prenante du projet en tant que tel, pour mettre en visibilité l'importance des eaux souterraines. Évidemment,
les chercheurs n'ont pas travaillé isolément. On a travaillé avec des associations militantes. D'ailleurs, le projet est un projet de recherche-action participative parce qu'on a été sollicité par ces associations qui travaillent depuis un certain temps sur le sujet avec une connaissance très précise et très experte de ces sujets qui peuvent être sur certains aspects très techniques. Et depuis quelques années, les associations historiques qui ont travaillé sur ce sujet à Provins, le Chabot, ont été relayées et donc il y a plusieurs acteurs qui se sont mobilisés autour d'un collectif qui s'appelle Stop Gravière. Et vous pouvez voir ces affiches tout à fait mobilisatrices et originales avec donc des mobilisations d'habitants. Il faut savoir qu'une partie de ces personnes mobilisées ne sont pas habitants du territoire, mais voilà, la proximité de Toulouse aussi fait qu'il y a des personnes qui se sentent particulièrement concernées, qui viennent relayer et s'impliquer dans ces mobilisations. Nous, en tant que chercheurs, on a considéré que notre posture n'était pas ni neutre, ni militante, ni des experts au service des associations, mais concernés, et cela nous a aidés dans les liens avec les associations parce que finalement, on a pu aussi, dans cette forme d'indépendance nécessaire, pouvoir proposer des sujets sur lesquels ils n'avaient pas forcément souhaité porter l'attention. Mais pour autant, on est des chercheurs qui sont dans la mêlée et qui se laissent affecter par le trouble, et les habitants du territoire qui nous ont sollicités, avec des habitants diversement préoccupés par la situation. Et là, je fais référence à un travail qui a été mené par Sophie Birman dans le cadre d'un master, où justement l'objectif, c'était de comprendre comment on pouvait penser ces recompositions des territorialités habitantes et des représentations de l'habitabilité du territoire en lien avec la situation. L'idée principale était de penser l'habitabilité ou l'inhabitabilité du territoire concerné par ces changements. Donc les concepts opératoires, j'insiste, je vais les présenter parce qu'ils me semblent être importants dans la manière dont on a abordé ce sujet. Le territoire, dans le texte de positionnement du CPT, le territoire est présenté comme un concept fondamental. Le territoire comme un espace approprié qui renvoie à des attachements symboliques, mais aussi évidemment à une matérialité transformée et transformée par les rapports de pouvoir. L'extraction de granulats rend compte donc de ces enjeux de rapport de pouvoir sur le territoire, avec des élus qui, pendant un long moment aujourd'hui, il y a des changements qui s'opèrent, mais qui avaient le pouvoir d'imposer, en lien avec l'État, l'arrivée de ces grandes entreprises. Donc, comment le territoire renvoie aussi à ces changements des paysages, considérant que la situation d'aujourd'hui renvoie à un événement spatial qui modifie les conditions d'appropriation qui renvoient à la manière dont les habitants portent un sens dans leur rapport à l'habité, et quelle est la signification que les habitants accordent à cette manière d'habiter et de s'adapter à ces changements. Le concept de territorialité est lié à celui de territoire, évidemment, dans ces arts de faire. Ces territorialités, on voit bien que dans le jeu de cette controverse, ce qui a été en jeu, ce qui a été mis en évidence, c'est ces formes de contradiction ou d'ajustement nécessaires entre territorialité instituante et territorialité instituante de la planification, de la ressource minérale et par l'État, parce que l'État a été très présent dans l'assistance à signer des contrats avec ces carriers. Et donc, territorialité instituante et territorialité habitante, comment ça se joue. La question de la territorialisation de cet événement, c'est-à-dire comment il est accepté, sous quelle forme à quelles conditions, et quelle forme d'adaptation il provoque sur le territoire. La nappe phréatique aussi, ce qui était un enjeu pour nous, c'est de la considérer comme un actant du territoire, parce qu'on est dans un contexte où effectivement il peut y avoir une perte de la culture de l'eau. Comment rendre visible l'invisible, mettre en visibilité cette conscience de la nappe. Le résultat de l'enquête, il y a eu une trentaine d'entretiens individuels chez l'habitant et sur les fermes.
Donc une minorité se sent indifférent parce que l'idée c'est bon, si on accepte d'être fortement mobile, si voilà on doit de ce qu'on a compris de ce que disaient ces habitants, c'est on doit accepter ce qui se passe parce qu'on accepte un modèle de développement que l'on reconnaît, que l'on ne veut pas remettre en question. Un quart à peu près des réponses des habitants et habitantes ont montré qu'il y avait un accord, mais sous forme de conditions, c'est-à-dire accord de ce qui se passe, mais à condition qu'il y ait réparation. Et notamment cette idée que les sols pouvaient être réparés, restaurés, par exemple. Un autre quart d'habitants et habitantes, là aussi légitimes en quelque sorte, mais se sentent menacés, et notamment par la démesure, la taille des exploitations concernées, plus de 600 hectares, la multiplication des trous d'eau, voilà, un sentiment de démesure et de ce passage entre une échelle artisanale à une échelle industrielle où il y a un sentiment de dépassement. Voilà. Un autre quart se dit concerné, prêt à lutter pour exister, pour continuer à vivre sur ce territoire, et ils soutiennent les luttes. Et puis une minorité qui se dit très en colère et qui s'engage réellement dans l'action avec un fort sentiment de dépossession et de soumission, ce sentiment que finalement, pour assurer le développement de la métropole, qui s'étend, mais qui a besoin aussi des infrastructures, finalement, on accepte de déconsidérer ces espaces ruraux, une forme de mise sous tutelle ou d'oubli aussi de la nécessité de vivre sur ces territoires. Et puis, une petite minorité qui se dit tellement écœurée avec des départs du territoire et des dépressions. Il m'a semblé intéressant aussi de vous montrer rapidement, bon, c'est des images qu'on connaît bien, hein, mais entre les années 60 et aujourd'hui, vous voyez que le remembrement a permis aussi tous ces changements, hein, donc les changements de ces infrastructures paysagères. On pourrait dire qu'il a préparé l'éloignement au lieu et à ce concernement, à ce qui se passe dans ces lieux où l'on y vit, parce que finalement, l'extraction s'inscrit dans une histoire de plusieurs décennies déjà. Hein. Ces ingénieries écologiques s'inscrivent dans l'histoire des paysages et dans les rapports à la nature qui ont été modifiés dans une perspective extractiviste, en faisant peut-être un lien entre ce modèle d'une agriculture, d'une agro-industrie, hein, donc d'un modèle agricole qui peut être aussi qualifié parfois d'extractiviste, dans le sens où l'eau, le sol, les granulats finalement sont devenus des éléments neutres et des substrats qui peuvent être désormais marchandisés. Donc l'exposition dont j'ai parlé, c'est pas simplement un rendu de notre travail, mais elle a été vraiment pensée comme à part entière dans ce temps de la recherche, parce qu'il nous importait d'avoir le retour des différentes personnes qui sont venues la visiter. Donc l'enjeu, c'était de rendre compte et de donner aussi les moyens d'évaluer et de délibérer à la population. Donc, elle a duré pendant 1 mois dans 2 villes, à Foix et à Saverdun, et on a fait, les chercheurs se sont énormément mobilisés pour faire des permanences et accueillir sur des plages de temps les plus longues les personnes qui voulaient venir la visiter. Le processus de création de l'exposition, qu'on a appelé panique phréatique, donc même le titre a suscité débat parce que les associations militantes avec lesquelles on a travaillé, elles avaient peur que les gens soient trop, ou les élus soient trop inquiets de ce terme de panique, mais on a trouvé qu'on l'a maintenu parce qu'il nous a semblé assez révélateur. Donc, quelles étaient les intentions de l'exposition ? On a eu le souci de restituer dans une perspective interdisciplinaire et sous différentes formes, photographie, cartographie, vidéo, bande dessinée, théâtre, etc., pour proposer des chemins de compréhension permettant de savoir finalement à quoi s'en tenir. C'est-à-dire que notre objectif était vraiment d'outiller les habitants et les habitantes pour qu'ils se fassent leur propre avis et qu'ils s'impliquent à leur convenance dans les débats. C'était donc créer un cadre de dialogue afin de co-construire des avenirs possibles et souhaitables pour ce territoire, en fonction de ce que les habitants souhaitaient dans la manière dont ils souhaitaient aussi s'y impliquer. Donc, concrètement, on a réalisé donc avec des professionnels de la muséographie, de l'organisation d'expositions de ce type,
Et le contenu a été réalisé à partir des matières et des entités qui ont été au cœur du projet. En particulier, donc il y avait quatre grandes thématiques autour de l'eau souterraine, des granulats, les déchets, le territoire, et puis des rubriques transverses, ce qui permettait aux gens d'aller d'un endroit à l'autre de l'exposition, d'y revenir, de cheminer à leur guise, de se faire leur propre récit en allant et venant. Parmi ces éléments, les notions transverses, la question de la place de la recherche, la question de la notion de commun, en particulier de l'eau souterraine, et puis des concepts clés qu'on a souhaité expliciter, comme anthropocène, zone critique, limite planétaire, et à partir d'une diversité de documents qu'on a rendus disponibles et qui ont permis d'avoir vraiment cette diversité d'approches et de ressentis et de regards portés. La collaboration avec les artistes a été évidemment essentielle dans ces enjeux de représentation de l'invisible. On s'est entouré de professionnels qui ont contribué à la réussite voilà, par exemple au centre entre les quatre panneaux là, au centre là, vous voyez, on a mis des granulats, des sortes de déchets, la diversité des déchets dits inertes qu'on pouvait enfouir dans les trous. On a aussi souhaité faire vivre l'exposition avec une programmation d'ateliers, de rencontres et de projections, des ateliers d'écriture, des projections de films, des rencontres notamment avec les deux instituts éco-citoyens de Fos-sur-Mer et de l'Aude. Avec les enfants, on a travaillé pendant 3 mois pour essayer, avec l'institutrice, de réfléchir à la manière dont les enfants pouvaient s'emparer de cette question pour une autre relation à la nappe. Le nom officiel de la nappe phréatique est 946 AG. Vous voyez, c'est pas très pour la ressentir comme quelque chose auquel on peut être lié. Ce nom est un peu énigmatique. Donc, il s'est agi de faire dessiner la nappe, de lui donner un nom, de rendre cette nappe invisible et silencieuse comme une entité précieuse à qui on prend, et de manière univoque et abusive, les enfants, mais aussi surtout les adultes, considèrent qu'il s'agit là d'un outrage qu'il s'agirait de réparer. Et comment restaurer donc cette relation? Comment faire entrer cette masse d'eau souterraine dans l'arène des discussions? Comment lui faire une place en tant que sujet de droit non humain? Comment prendre soin et quel nom lui donner? La performance de Zélif a permis de nous accompagner dans cette préoccupation autour d'une narration et d'une esthétique. Elle a incarné la nappe et elle a déambulé dans la ville de Foix pour essayer d'interpeller les passants, de les amener à l'exposition, l'idée étant de donner corps à une forme d'expression vivante de l'aquifère. Il s'agissait donc d'être complice d'une forme de dialogue pour rendre compte et témoigner de ce qui est sous nos pieds, un souterrain malmené par l'activité humaine. Également, on a demandé aux gens d'écrire une lettre à la nappe. Je n'ai pas le temps de tout vous lire, mais vous voyez des témoignages assez forts autour de cette nappe silencieuse soumise aux griffes de la pelleteuse sans âme. Tu distilles ton poison malgré toi, tu déverses dans les eaux les sources ce poison. On est sensible à ton agonie, nous sommes nombreux à entendre ta souffrance muette. Qui a le pouvoir sur le territoire sont sourds à tes cris silencieux. Une autre lettre qui rencontre ces exploitations modifient et abîment des quantités d'hectares, qui gaspillent et polluent des quantités d'eau pour rendre les différentes gravières très propices, se réjouissent sans trop se soucier des conséquences ni du voisinage, ni de la nature, ni de l'eau source de vie. Voilà, différents témoignages un peu sensibles de comment parler à la nappe. C'était pas évident, mais on a eu plusieurs retours qui étaient assez touchants. Donc, on a réalisé, Sophie a réalisé aussi un quiz pour essayer de comprendre quelles étaient les connaissances objectives de la nappe sur son étendue, sur son volume, sur sa profondeur, aussi les imaginaires de son fonctionnement, la connaissance sur les échanges entre nappe et rivière, la question de la qualité de l'eau.
Et on s'est rendu compte à quel point il y avait une grande méconnaissance du fonctionnement de la nappe, de sa réalité en quelque sorte, et que la manière dont les habitants comprennent ce lien, c'est au travers des puits, notamment des agriculteurs qui surveillent de près le niveau de l'eau dans leurs puits, et puis ces nouveaux lacs là, qui apparaissent, qui se multiplient et qui sont des points visibles entre l'eau visible et invisible. Ce qui est intéressant en termes de levier transformatif, c'est que durant le projet, je le disais, il y a eu une certaine méfiance en quelque sorte des élus et de certains acteurs clés du territoire pour recevoir les chercheurs et les enquêtes qui étaient menées. Mais pour autant, il y a eu, durant le projet, on a senti qu'il y avait des évolutions dans la manière dont l'État, mais aussi les élus considéraient ce sujet, puisque 4 arrêtés de mise en demeure des carriers ont été demandés par la préfecture, et puis des changements politiques récents qui ont été postérieurs à l'exposition. Donc on s'interroge sur quel lien l'exposition et le travail des chercheurs a pu avoir. En tous les cas, les élus du SCOT, aujourd'hui, ont demandé à l'unanimité un arrêt de tout remblaiement des déchets inertes et l'arrêt des creusements jusqu'à la nappe, donc des creusements aussi profonds que les 15 mètres que j'évoquais. Également, il y a une mise en place d'une commission de suivi des sites avec la présence des représentants des associations militantes. Également, une demande de rattachement des communes concernées au parc, au PNR, tout proche, afin de les inscrire dans un projet de restauration de l'habitabilité des sites et de ne pas laisser évidemment cette responsabilité aux carriers et avec un souci d'impliquer les habitants pour l'avenir de ce territoire. Alors, quel a été le rôle du projet Napalair dans ces évolutions ? On peut dire que symboliquement, l'intérêt des chercheurs et des universitaires pour ce sujet des gravières semble avoir légitimé les combats des associations militantes, légitimé les questionnements et les inquiétudes. Et puis aussi, on peut dire que même si j'avoue qu'on a été un peu déçus du faible niveau de fréquentation de l'exposition, pour autant, l'exposition, il nous a été dit que l'exposition a été visitée et commentée par des techniciens et des fonctionnaires territoriaux, dont la directrice du SCOT, semble-t-il, qui ont pris des notes et ces notes ont pu nourrir leur argumentaire et le changement peut-être de la position des élus du SCOT. Donc, on ne sait pas trop quel a été le cheminement de tout ce travail, mais on peut supposer qu'il a eu quand même des effets peut-être non négligeables. En conclusion, quelle a été la contribution du projet aux sciences de l'habitabilité terrestre située dans des contextes particuliers ? L'extraction de granulats renvoie à une histoire des infrastructures et d'un modèle de développement avec des conséquences majeures sur les manières d'habiter. On a montré l'interdépendance des effets territoriaux autour de cette question du métabolisme territorial, entre l'interdépendance des granulats et des déchets, mais aussi les effets des nombreux bouleversements aux différentes échelles territoriales, les liens entre la métropole, les territoires ruraux concernés. L'importance de cette nappe phréatique des eaux souterraines, comment la nommer, la rendre visible pour la penser et la préserver en commun. Également, un déplacement de la focale des sciences naturelles qui peuvent avoir une approche quantitative, notamment de la question des flux de la nappe, vers une approche plus qualitative, autour des vécus des habitants et de l'écologie du quotidien. Et puis aussi, à l'avenir, comment penser l'incertitude ? Et en particulier, finalement, est-ce qu'on ne joue pas les apprentis sorciers ? Parce que qu'est-ce qu'il en sera à l'avenir ? En particulier, les scientifiques, sciences des vies de la Terre, s'interrogent sur la possible, en tous les cas, l'inquiétude sur une possible perte de potabilité de l'eau en lien avec l'augmentation de la température de la nappe, liée à cette mise à nu de la nappe via ces trous d'eau. Et puis des déséquilibres écologiques potentiels parce que lorsqu'on parle de la nappe et des rivières, il y a effectivement une connectivité très forte entre l'amont et l'aval, des points de bascule qui peuvent être majeurs, qu'on ne connaît pas forcément, et puis aussi peut-être un risque de contamination avec la présence de bactéries. En tous les cas,
rien n'est avéré encore aujourd'hui, mais les changements et les transformations et les bouleversements des socio-écosystèmes sur le territoire peuvent aussi avoir des effets férots, je l'ai mis en point d'interrogation, parce que finalement, on ne sait pas trop quel sera le devenir de ces transformations majeures. Voilà, j'en ai terminé. Je vais pas regarder l'heure, mais je crois que je dois être à peu près dans mes temps. Merci beaucoup Hélène pour cet exposé qui était là aussi très riche. On pourrait de la même manière t'écouter pendant des heures. Je voudrais peut-être souligner quelques points transversaux de vos deux exposés avant d'ouvrir le débat. Je crois que vous avez tout d'abord démontré tous les deux à quel point l'échelle importe. La question de la démesure, la question des niveaux inédits de contaminants, la question de l'incertitude sont étroitement liées à l'échelle, mais on voit aussi que cette échelle n'est pas seulement une échelle massive. C'est beaucoup sur le mode de l'enchevêtrement. Il me semble que c'est un point commun aux deux contextes que vous nous décrivez. Cet enchevêtrement entre le productif et le domestique dans la mine artisanale au Pérou, cet enchevêtrement sur le mode patch de l'Anthropocène que tu nous décris, Hélène, au sujet de la Basse-Ariège. Donc ça nous rend attentifs, me semble-t-il, au fait que voilà, cette question de l'échelle, elle est multiple. On a ce débat sur les modes de passage à l'échelle plutôt de manière positive quand on a des expériences intéressantes. On se dit, c'est pas seulement un passage à l'échelle verticale, mais aussi horizontale, en profondeur, le scaling up, deep, out, etc. Et en vous écoutant, en fait, je trouve qu'on se rend compte que cette même question, elle se pose aussi de manière négative sur le mode d'occupation des territoires de ces infrastructures à grande échelle. Toujours sur l'échelle, je pense que c'est clair aussi à l'écoute de vos exposés à quel point cette relation centre-périphérie, elle se produit non seulement à l'échelle nord-sud, mais aussi à l'échelle ville-campagne, comme dans le cas du métro toulousain, voilà, dont la construction se base sur l'exploitation des gravières en Ariège et qui reçoit ensuite les détritus. Donc on a différentes échelles d'inégalité. Ce qui me paraît aussi très clair de vos exposés, c'est à quel point l'inhabitabilité n'est pas seulement biogéochimique ou biogéophysique, mais aussi sociale, avec ce rôle vraiment structurel de la violence que nous a montré Laurence sur le terrain au Pérou, donc la violence qui entretient les inégalités qui entretiennent la violence, mais aussi sur le terrain ariégeois, ces rapports de pouvoir extrêmement forts qui s'expriment dans la construction de ces gravières à grande échelle. Et puis enfin, dernier point sur les leviers de la transformation. Alors c'était le thème d'aujourd'hui et je me rends bien compte qu'en vous posant cette question-là, on vous a amené à devoir dérouler tout le fil qui permet de contextualiser, de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à des leviers de transformation. Donc vous aviez comment dire, une demande qui était finalement très, très volumineuse de travail. Mais en tout cas, vous nous alimentez par des réflexions très riches là aussi. Moi, ce que je retiens, c'est peut-être trois leviers d'action. Il y a tout d'abord ce que j'appellerais des éléments de compréhension. Je crois que Hélène a utilisé ce terme d'ailleurs, qui est peut-être le rôle le plus classique des scientifiques, donc de produire des données, de rendre des chiffres accessibles, d'éliminer des biais de la recherche scientifique, hein, comme l'a montré par exemple Laurence, d'outiller les habitants, comme l'a dit Hélène, et donc d'informer le débat public. Un débat dans lequel vous êtes tous les deux très attentifs à inclure la société civile, à tel point que Laurence a dit il faut aussi pouvoir inclure l'État, au risque de le déresponsabiliser. Et c'est effectivement un des points sur lesquels Hélène arrive en conclusion, le fait que des effets sur l'État sont observés, même si on ne sait pas exactement quels sont les canaux voilà, qui l'ont produit. Est-ce que c'est l'exposition? Est-ce que c'est la présence des scientifiques? C'est sans doute un faisceau d'éléments. Mais ensuite, il y a des leviers plus originaux, moins classiques, en tout cas dans le champ scientifique. Tout le domaine des affects sur lequel Hélène a beaucoup insisté. Tu as dit les artistes sont des passeurs. Laurence a mentionné le rôle des prêtres. Et j'ai envie de faire un mauvais jeu de mots en disant c'est sans doute des interprètes, dans le sens où ils traduisent peut-être dans un langage alors certainement moral, mais aussi
j'imagine, chargés d'affect. Ils font ce lien entre le mental et la perception dont parlait Hélène. Donc c'est vraiment l'idée que, je crois, dont on est de plus en plus conscient en tant que scientifique, que l'objectivité ne suffit pas, qu'il faut toucher les publics autrement. Je pense que c'est quelque chose qui est, comment dire, voilà, qui n'est pas récent. Je dirais que le rapport du Club d'Europe de 1972, c'est déjà ce constat terrible que produire des données objectives ne suffit pas, mais ce que vous nous montrez, c'est des manières extrêmement fines et engagées de toucher cette dimension des affects, de l'expression vivante, comme l'a dit aussi Hélène. Et puis enfin, un troisième point qui était peut-être moins théorisé, mais j'entends aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de rendre les acteurs et les actrices réellement actifs ou actives dans l'expérimentation, les jeux sérieux, euh, euh, les ateliers d'écriture mentionnés par Hélène, donc des moments où les gens ne sont pas seulement récepteurs de données ou d'affects produits par les scientifiques et leurs interprètes ou artistes, mais où ils deviennent eux-mêmes finalement euh, producteurs de connaissances, sachant, je ne sais pas comment est-ce que vous le conceptualisez, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue dans ce passage à l'action par les personnes concernées. Voilà, c'est plus des commentaires sur lesquels vous pouvez éventuellement réagir. Je ne sais pas si Nicolas veut ajouter un commentaire ou une question. Ensuite, on va bien sûr ouvrir au débat avec le public. Oui, j'allais dire qu'on pouvait peut-être ouvrir le débat à la salle. Si des personnes ont des questions, je vais réactiver la possibilité d'activer vos micros. N'hésitez pas du coup à lever la main avec l'outil de Zoom et puis surtout à vous présenter quand vous prenez la parole pour qu'on sache un peu de vous parler. Hop. Donc on va peut-être demander à la salle un peu s'il y a des questions. Ou peut-être pour réagir, merci Isabelle pour cette belle synthèse de nos deux, de nos deux présentations. Juste pour revenir sur le troisième levier de transformation que tu exposais, hein, où effectivement on propose, et il y a différentes manières de le faire par les scientifiques, on propose aux acteurs et actrices d'être actifs et actives, hein. Mais justement, et c'est un point que je soulignais, qu'on avait souligné avec Sandrine Revet, c'est qu'il y a un risque quand même, hein, de responsabiliser au niveau individuel, hein, et non seulement les conséquences, enfin de responsabiliser au niveau des risques et responsabiliser les personnes exposées, affectées par ces grandes infrastructures, par ces activités humaines, et déresponsabiliser du coup l'État. Donc c'est important et c'est bien. Et nous, on peut jouer aussi, et c'est un de nos rôles, hein, on joue aussi assez régulièrement le rôle de lanceur d'alerte pour faire, mais plutôt qu'agir, je dirais peut-être réagir. Ce qui est important, c'est de faire réagir les personnes exposées, les personnes directement concernées, hein, pour justement que chaque acteur, chaque groupe d'acteurs puisse prendre ses responsabilités, que ce soit les acteurs d'ordre privé ou d'ordre institutionnel. Peut-être que je me permets aussi de dire un mot par rapport à ta synthèse, Isabelle, merci beaucoup. Et notamment de nouveau sur le dernier point, sur le passage à l'action. C'est pour cette raison-là aussi qu'on a invité les instituts éco-citoyens de Fos-sur-Mer et de l'Aude pour inviter une diversité d'acteurs et d'actrices sur le territoire, de savoir s'ils souhaiteraient aller plus loin et de créer en Ariège ou à l'échelle enfin bon, peut-être à une autre échelle aussi, incluant les autres territoires concernés par ces politiques d'extraction, un institut éco-citoyen autour de ces sujets. Mais en fait, ça demande une énorme mobilisation et un temps important de monter en compétences. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de suivi, mais c'était un petit peu ça aussi sur cette idée que, en tant que chercheur, on est dans ce projet Napalair,
on a fait des propositions, on a mis en lien avec des associations avec lesquelles on a travaillé des leviers d'action, mais avec l'idée qu'ensuite, c'est à d'autres de s'emparer de ces sujets, quoi, parce que malheureusement, je dois dire que même dans le contexte de Napalair, on n'est pas à l'abri de ce qui est quand même les contraintes fortes de nos métiers, c'est-à-dire qu'on travaille sur financement de projet et on est très sollicité aujourd'hui pour qu'il y ait une suite à Napalair, mais voilà, qui a le temps, comment trouver des moyens aussi de continuer à s'impliquer. Voilà. Donc, on reste dans une difficulté de l'inscription dans la durée sur les territoires de la place des chercheurs. Et puis, un autre point sur ce que tu as dit là sur la mise en évidence des liens centre-périphérie. Ce qui est quand même intéressant sur ce territoire, c'est que dans l'histoire des paysanneries, hein, le modèle de l'agro-industrie et de l'agriculture sous contrat a pu être présenté justement comme aussi une mise, voilà, presque une forme de colonisation. Il y a eu des parallèles à faire qui ont été faits, hein, et on voit que finalement, cette arrivée à grande échelle de cette activité extractive s'inscrit quand même dans une histoire de transformation radicale des paysages avec l'arrivée de cette activité de production de maïs semences, donc de maïs irrigué à grande échelle. Et je me permets de rappeler, Isabelle, quand on a fait venir des paysannes brésiliennes, elles avaient mis en avant de suite le fait que sur ces paysages, on était dans des paysages voilà, d'une forme d'agriculture extractive finalement, et qu'il y a aussi des formes de continuité, quoi, et qui pourraient expliquer le fait que voilà, il y a une partie des habitants qui ne se sentent pas tellement affectés par ce qui se passe. Oui, et comment dire, les réactions que vous donnez sont en écho, c'est assez fascinant avec des questions qui apparaissent dans le chat. Il y a un dialogue qui Ah bon? s'établit. Donc la question effectivement voilà, des budgets de recherche interroge parce qu'on a bien conscience que vous déployez des projets de recherche d'abord extrêmement larges, interdisciplinaires, avec des équipes très, très importantes et en même temps engagées sur le temps long. Donc tu as en partie répondu, Hélène, en disant que il y avait pour vous un enjeu de passer le relais parce qu'en tant que chercheur, vous ne pourrez pas indéfiniment rester impliqué sur le terrain. Je ne sais pas si peut-être toi ou Laurence voulez apporter des précisions supplémentaires. Et puis le deuxième point, effectivement, cette idée que le rapport centre-périphérie se décline à plusieurs échelles. Et le point que tu viens de préciser, Hélène, c'est aussi celui oui, de la profondeur historique de ce lien centre-périphérie. Enfin, quand tu faisais mention de cette agriculture semencière, irriguée, déjà très peu soutenable dans les plaines de l'Ariège, tu mets le doigt sur quelque chose qu'on observe aussi dans d'autres territoires, c'est-à-dire qu'une forme d'extractivisme, par exemple agricole, va en appeler une autre, par exemple celle des granulats. Il y a une sorte de marchandisation, de cycle de marchandisation de la terre, de détachement, désattachement des acteurs qui se jouent sur le long terme et effectivement qui est cumulatif dans ces territoires périphériques. Voilà, mais peut-être je vous rends la parole pour apporter des précisions de votre point de vue. Oui, oui, merci pour répondre justement à l'autonomie financière par rapport aux acteurs. Moi, j'ai toujours fait très très attention à ne jamais accepter de financement d'acteurs privés, en particulier industriels, de l'activité, qu'elle soit minière ou pétrolière. Privé ou même public, puisque j'ai travaillé aussi pendant longtemps sur les impacts environnementaux et sociaux de l'activité pétrolière en Équateur. Et effectivement, l'entreprise publique pétrolière équatorienne nous avait proposé une montagne d'argent pour travailler sur ces questions. On leur a dit on accepte de travailler, mais en plus c'est très bien parce que c'était tellement compliqué voilà, sans avoir de fonds du privé, pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons éthiques, hein, de valeurs morales, bien évidemment. Et puis la seconde raison, c'est quand on travaille, moi, enfin, j'ai l'habitude de revenir toujours sur mes terrains, sur les terrains d'études.
et de revoir les personnes avec qui on a travaillé, parce que voilà, je travaille beaucoup sur l'exposition humaine, donc on fait des entretiens, je prends des urines, des cheveux, du sang parfois, etc. Donc bien évidemment, on revient sur place pour leur expliquer ce qu'on a fait, quels sont les résultats et comment on peut continuer à avancer ensemble en réduisant les risques liés à cette inhabitabilité. Et quand on revient sur place, si effectivement on a collé au front une étiquette financement par une entreprise minière, on n'est absolument pas crédible. Et ça, je l'entends parfaitement. Et le troisième argument, c'est que malheureusement, ça sert aussi en général de greenwashing pour ces industries. Donc voilà, il y a trois raisons pour lesquelles je n'ai aucun projet de recherche financé par des entreprises privées extractivistes. Je trouve intéressant de considérer que même si, alors qu'on est fortement sollicité pour poursuivre un engagement autour de ce sujet, pour l'instant, rien n'est établi, on est toujours en discussion, mais je trouve intéressant de considérer que finalement, c'est bien aussi si l'histoire se poursuit et l'histoire nous échappe, c'est-à-dire ce qui a déjà été produit, ce qui a déjà été mise à disposition, les formes de dialogue aussi avec les associations militantes, eh bien, c'est bien qu'il y ait des chemins imprévus, c'est-à-dire que d'autres s'emparent aussi. Voilà, je trouve ça intéressant dans les projets de recherche lorsque finalement on ne maîtrise plus rien, notamment cette exposition qui est mise à disposition. Donc elle va circuler, on sait qu'elle va circuler. Elle a été invitée dans la maison de l'eau, là, près de Carbone. Donc elle va avoir aussi son chemin. Puis les associations vont la faire vivre, cette exposition. Donc voilà, cet imprévu, cette possibilité de donner place à l'imprévu, c'est important aussi, je trouve, même si les chercheurs n'y sont plus impliqués, quoi. Moi, Isabelle, ton micro est coupé. J'allais te proposer de prendre la parole Ah et oui, bah, signaler qu'il y avait aussi quelques questions dans le chat qu'on pourra lire. N'hésitez pas toutes et tous à prendre la parole directement. euh, oui, non, moi j'avais une question plutôt pour Laurence. Il se trouve que moi aussi j'ai fait enfin, un travail de terrain au Pérou il y a assez longtemps et aussi sur les sujets de l'extraction. Alors moi plutôt pétrolière, mais l'extraction minière et notamment la pollution au mercure revenait assez souvent. Et c'était en Amazonie péruvienne. Et moi j'avais plutôt une question sur euh, la possibilité effective à s'organiser politiquement dans la région de Puno. Parce que moi, ce que j'avais observé du coup en Amazonie, c'était quand même des organisations politiques, des fédérations, etc., assez bien organisées, mais qui avaient un peu du mal à aller lutter contre des organisations pétrolières, contre le gouvernement local, etc. Notamment parce que souvent il y avait des récupérations directes, hein, des entreprises qui allaient proposer du travail directement aux leaders et aux personnes qui montaient rapidement. Et je me demandais en fait à quel point cette organisation politique elle existait, elle était possible en, dans les montagnes, enfin dans les Andes, plutôt dans la région de Puno. Parce que j'avais l'impression que c'était aussi dû voilà, à cette forte organisation en fédération. Donc je me demandais un peu sur les spécificités locales de la région de Puno par rapport aux capacités effectives d'organisation politique des agriculteurs, quoi. Oui, alors en Amazonie, c'est complètement différent, Ouais, hein. Et je voyais dans le chat, tu disais que tu avais vu une pollution de l'eau au Pérou. En fait, en Amazonie, l'eau n'est pas contaminée. Ça n'a rien à voir avec... d'accord. Oui, oui, ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions-là dans différents pays en Amazonie. Ouais, ouais. Alors Dans le je l'ai pas Pérou, vu non, c'est pas directement. l'eau, ce sont Ouais. les poissons. Voilà. Et donc, Oui, c'est ce qu'on a expliqué dans notre jeu sérieux, c'est que tout le monde fait, en général, on fait un lien direct, et c'est là où l'équation est mauvaise. On fait un lien direct entre exploitation minière et contamination de l'eau. Mais non, l'eau, elle n'est pas contaminée. C'est vraiment à la Rinconada, c'est le seul endroit
où j'ai mesuré, j'ai enfin, j'ai des milliers d'échantillons d'eau dans toute l'Amazonie, Amérique du Sud, et c'est vraiment un des seuls endroits où on a trouvé des fortes concentrations de mercure dans l'eau. Donc l'eau en elle-même, c'est des teneurs du nanogramme par litre, hein, il y a pas de souci. Mais par contre, il y a un tas de processus, il y a trois processus spécifiques qui expliquent que dans les poissons, on a des niveaux d'exposition au mercure des poissons de fin de chaîne trophique, en particulier les poissons piscivores qui mangent d'autres poissons qui accumulent du mercure à plusieurs millions de fois la teneur qu'il y a dans l'eau, les sédiments. Donc en fait, voilà, ce jeu, le jeu qu'on a développé, c'est aussi pour ça, pour expliquer que c'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas de lien direct. Et je travaille au Pérou aussi avec une communauté native, une communauté autochtone qui vit dans un endroit complètement reculé. C'est 3 jours de pirogue pour y arriver, 2 jours d'avionnette. Enfin, il n'y a pas d'activité minière, pas pétrole, pas pétrolière de Serra, ni gazière. Et ils ont des niveaux d'exposition très élevés. Pourquoi? Parce qu'ils mangent du poisson. Ils mangent du poisson 3 fois par jour. Donc, donc voilà. Donc c'était pour aussi déconstruire toutes ces fausses idées qui circulent depuis des années et des années comment déconstruire ces fausses idées, hein, ces idées fausses au niveau des différents acteurs. Et il y a même au niveau des scientifiques qui ne connaissent pas forcément. Donc voilà, premier point. Deuxième point pour la gouvernance, effectivement, à la Rinconada, ce qu'il y a de très particulier. Alors pour revenir un petit peu à l'histoire, hein, et ça permettra de répondre aussi à ta question. En fait, au départ, c'est une entreprise privée qui s'est installée à la Rinconada, à une toute petite échelle. Et puis, ben, les gens du coin de Puno, de Juliaca, etc., se sont dit, oh, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font là-haut, ceux-là, ça a l'air de bien marcher. Et ils les ont boutés, ils les ont mis dehors en disant, mais nous, on va s'en occuper. Et ils se sont montés comme ça en organisation, en association. Et donc, ils ont structuré toute une hiérarchie là, que je vous ai présentée dans une diapositive et qui a été étudiée en particulier par Maria Eugenia Robles. Euh, et en fait, c'est une organisation, une forme de gouvernance qui qui les complète euh, parce qu'en fait, il y a pas de contrôle, hein. Et c'est vrai que si on demande à l'État de venir, bien évidemment, il va induire un contrôle à la fois bah, politique, environnemental, administratif aussi, puisque voilà, quand on contrôle, il faut payer des impôts, etc., etc. Et pour l'instant, c'est vrai que il freine des cas de fer, même si le ministère de l'Environnement est avisé, hein, parce que je travaille voilà, au Pérou depuis longtemps et j'ai rencontré voilà, pas mal de personnes au ministère de l'Environnement qui sont tout à fait au courant et qui essayent petit à petit de formaliser ces mines, cette mine, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une forte réticence de la part des associations locales voilà, c'est ce qui s'en arrange, en fait. Comme tu disais, ça fait plus de 11 ans maintenant que l'État essaie de les formaliser, mais voilà, il y a quand même des blocages, il y a quand même pas mal de blocages. Oui, merci c'est vrai que moi, je travaillais plutôt sur le pétrole que sur le mercure. Et évidemment, je me suis plutôt approprié le discours des personnes sur place qui me parlaient beaucoup du mercure. Et en effet, qu'il y avait cette idée que c'était surtout dans l'eau. Mais en effet, plutôt l'alimentation, quoi, plutôt le poisson. On a quelques dernières questions dans le chat. Alors pour toutes les deux, auriez-vous des exemples d'autres types d'infrastructures, par exemple portuaires ou touristiques, et de territoires notamment littoraux? Je vais peut-être lire les trois questions et puis vous pourrez choisir ensuite votre ordre de réponse. Ensuite, il y a une question de précision qui est sans doute plutôt pour Hélène. Oui, qui est certainement pour Hélène. C'est au sujet du PIRENSEN, donc qui est le programme interdisciplinaire de recherche sur l'eau et l'environnement du bassin de la Seine. La question est de savoir s'il traite aussi des gravières. Et enfin, il y a une question plus réflexive. Vous nous avez bien expliqué les impacts de la recherche sur le terrain et les dispositifs que vous avez mis en place pour faire agir les acteurs et actrices. Mais je me demandais de quelle manière ces terrains, enjeux, enchevêtrements, euh,
acteurs, actrices, chercheurs, chercheuses, infusez aussi sur vous? Quels impacts sur les chercheurs et les chercheuses? Voilà. Alors, peut-être que je prends la parole, Laurence. Oui. Alors, je dois préciser que dans l'équipe de recherche qui s'est mise en place autour de Napalair, on n'était pas nombreux à être spécialistes, entre guillemets, des gravières ou de l'histoire des carriers. Enfin bon, et c'est tout à fait mon cas. En fait, moi, je suis habitante de ce territoire et c'est aussi, ça fait partie aussi des manières dont on peut être affecté. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet parce que j'ai été sollicitée en tant que par cette proximité habitante en quelque sorte. C'est aussi pour ça que je n'ai pas d'autres exemples, enfin bon, en tout cas d'exemples où j'aurais pu travailler sur des situations un peu similaires. Et donc, je n'ai pas de réponse sur la question sur le Pyrensen. Là, je ne sais pas du tout, m'excuse. Sur quels impacts sur soi en tant que chercheur, je pense que ça confirme tout à fait cette posture qu'on est nombreuses de plus en plus à vouloir porter, hein, dans cette interdisciplinarité, mais au-delà des sciences sociales, évidemment, même au-delà des liens avec les sciences de la vie de la Terre, ce travail avec les artistes est tout à fait passionnant. Et je crois que on est nombreux à vouloir le poursuivre. Voilà, cet impact et aussi je n'ai pas signalé que la plupart des chercheurs impliqués sont partie prenante de la Técopole de Toulouse, donc qui est un réseau de chercheurs et d'enseignants qui justement se sentent particulièrement concernés et souhaitent s'impliquer dans ce type de réflexion et d'action. Donc l'impact effectivement est assez fort, quoi. Alors, de mon côté, oui, j'ai travaillé sur d'autres infrastructures, hein. Comme je disais, je travaillais sur les impacts des activités pétrolières en Équateur, donc en Amazonie, mais également sur le littoral, si vous étiez intéressé par les territoires littoraux. Je me suis intéressée particulièrement à la plus grande raffinerie du pays, puisqu'effectivement, on a regardé ce qui se passait aussi. Il y a des grands, grands conflits sociaux avec voilà, des émeutes, même parfois des morts. Ça peut être très, très violent dans pas mal de pays d'Amérique du Sud, hein, Équateur, Bolivie, où en fait les populations locales affrontent l'État, affrontent les forces de police, affrontent les militaires pour dire non à un projet minier, par exemple, ou à d'autres plateformes pétrolières. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé ce projet, qu'on a fait ce projet. Mais étant donné les risques, moi, je m'intéresse aux risques environnementaux et sanitaires, euh, on est allé jusque sur la côte Pacifique, à Esmeraldas, donc qui se trouve à la frontière Colombie-Équateur, hein, sur la côte où se trouve la plus grande raffinerie du pays. Et on a fait un suivi environnemental. Et là, c'était catastrophique parce qu'en fait, c'est là où on a mesuré, un peu comme je vous ai montré là, mais il y avait en plus des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des hydrocarbures volatiles cancérigènes, reprotoxiques, mutagènes, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et en fait, au niveau du screening environnemental et sanitaire, la zone la plus impactée, c'était pas l'Amazonie pétrolière où on avait les torchères, les plateformes, etc., mais c'était vraiment la raffinerie. Et donc, on a fait un livre en français et en espagnol qu'on a distribué, qu'on a donné à toutes les personnes avec qui on a travaillé sur le terrain pendant plusieurs années, pendant près de 7 ans. Et dans ce livre, donc, il y a pas mal de résultats. Et à l'issue de cette étude, j'en avais parlé à l'ambassadeur, parce que je vivais en Équateur à l'époque, et l'ambassadeur suivait beaucoup nos projets de recherche, et dont je lui ai fait part de mes inquiétudes concernant la raffinerie. Et donc, il avait organisé une réunion, une convocation du directeur de Petroecuador, qui est l'entreprise pétrolière équatorienne, en charge de la raffinerie et du transport des hydrocarbures dans le pays, pour que je leur fasse un état des lieux de la contamination induite par la raffinerie.
Et c'était intéressant parce qu'effectivement, ils étaient en train de réfléchir à mettre en place un projet de rénovation de cette raffinerie. Et donc, on a longtemps discuté avec les ingénieurs et techniciens sur ben voilà, ce qu'il faudrait faire pour limiter les dégâts. Et là où je leur ai fait peur, c'est que j'avais installé aussi mes capteurs, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des capteurs passifs, hein, dans une école, hein, d'ailleurs repeinte en bleu et blanc par l'entreprise pétrolière en disant, on va regarder, on soutient l'éducation, on soutient la santé, on soutient tout ce qui est important. Et donc, j'avais installé des capteurs là, et quand on a fait les analyses de métaux toxiques et d'hydrocarbures, ça a explosé. Voilà, donc c'est un autre exemple aussi intéressant de bah, comment les équipes de recherche scientifique peuvent impacter hein, des décisions à la fois institutionnelles, mais aussi d'entreprises privées polluantes. Et deuxième point, sur comment ça infuse sur nous. Ben, en fait, l'infusion fait que ça nous engage encore plus, hein. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis déjà engagée depuis des décennies, hein. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est vraiment le travail en interdisciplinarité large. Je travaille depuis près de 20 ans avec des collègues en sociologie, anthropologie, écologie politique, économie écologique, Sciences Po, etc. Et je co-encadre même des étudiants de sciences politiques avec des collègues en SHS et depuis très très longtemps. Et en fait, c'est vraiment enrichissant. Et aujourd'hui, dans aucun de mes projets de recherche, je n'envisagerais de travailler juste en sciences de la vie et de la Terre. C'est hors de question. Non, on apprend beaucoup, hein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de faire infuser nos méthodes hein, et d'infuser les méthodes des autres disciplines. Euh, Par exemple, nous, quand on fait un screening environnemental dans une région, sur un territoire impacté, on compare ce screening à une analyse de la qualité environnementale d'un site aux mêmes caractéristiques géomorphologiques, hydrologiques, etc., sans activité, sans infrastructure minière, pétrolière, tout ce que vous voulez. Et en sociaux, en sciences humaines et sociales, ils font pas ça. Donc, on s'est amusé voilà, infuser nos méthodes, nos pratiques de recherche aussi hein, entre disciplines. Et ça, c'était intéressant. Et puis, ce qui est très fort, c'est les liens de confiance et d'amitié aussi qui peuvent se créer hein, avec les personnes qui vivent sur ces territoires-là. Moi, j'ai encore aujourd'hui, le projet s'est terminé en 2019. Et j'ai encore aujourd'hui des contacts avec les personnes et ça a ouvert d'autres projets de recherche et on essaye voilà, toujours de créer, enfin de poursuivre ce lien de confiance et d'amitié qu'on a pu créer. Donc oui, l'infusion se fait au niveau de notre engagement politique, hein, bien sûr, scientifique, mais aussi au niveau des relations humaines. Merci beaucoup, Laurence et Hélène, pour cette séance qui était, je crois, très inspirante malgré la gravité des situations que vous nous avez décrites. Je pense que vos postures de chercheurs nous nourrissent aussi, voilà, euh, d'exemples, d'idées de ce qu'on peut mettre en place aussi dans d'autres recherches. Merci infiniment d'avoir accepté d'être nos communicantes pour cette séance du Centre des politiques de la Terre et à bientôt. Merci, Merci. merci à vous. Merci. Au À revoir. bientôt.